La première expérience qui a été, je dirais, le point de commencement de la théorie quantique concerne le rayonnement de corps noirs. Vers la fin des années 1800, il était connu que tous les corps émettent un rayonnement électromagnétique dont le spectre, donc l'intensité en fonction de la fréquence, présente un maximum qui se décale vers les hautes fréquences quand la température du matériau augmente. Par exemple, si la température du corps atteint plusieurs milliers de degrés Celsius, le corps commence à émettre de la lumière visible, phénomène connu sous le nom d'incandescence. Tout corps émet donc un rayonnement électromagnétique dont le spectre dépend uniquement de la température du corps. Afin de formaliser au niveau théorique cette observation expérimentale, traitons le cas de ce qu'on appelle le corps noir. On appelle le corps noir un corps qui absorbe complètement tout rayonnement électromagnétique incident, donc aucune lumière n'est réfléchie ou transmise. En revanche, il émet un rayonnement électromagnétique dont le spectre dépend de la température du corps noir. D'un point de vue expérimental, on peut voir le corps noir comme une cavité avec des parois intérieures complètement réfléchissantes, avec un petit trou sur une des parois, suffisamment petit pour ne pas perturber la situation d'équilibre entre le champ électromagnétique à l'intérieur de la cavité et les parois de la cavité elle-même. Par ce petit trou sur la paroi, on peut mesurer le rayonnement électromagnétique sortant et déterminer le spectre d'émission du corps noir. Ce spectre d'émission, c'est-à-dire l'intensité du rayonnement émis en fonction de la fréquence, dépend de la température T du corps noir. Rappelons que l'intensité du rayonnement émis en fonction de la fréquence est proportionnelle à la densité spectrale d'énergie. En utilisant des arguments thermodynamiques, Kirchhoff démontra que la densité spectrale d'énergie est une fonction universelle, indiquée ici par U de nu et T, où nu est la fréquence de l'onde électromagnétique et T la température. Cette densité spectrale d'énergie ne dépend ni de la forme ni du matériau composant le corps noir, mais uniquement de sa température. Imaginons maintenant de mesurer ce spectre d'émission en fonction de la température. On considère un corps noir à une température T1 égale par exemple à 1000 Kelvin, et l'on veut mesurer l'intensité du rayonnement sortant en fonction de sa fréquence. Afin de ne pas alourdir le discours, j'exprime ici l'intensité à unité arbitraire, d'où l'acronyme UA. Par le petit trou sur la paroi, il y aura donc un rayonnement électromagnétique sortant que nous mesurons. Le résultat expérimental est une fonction en forme de cloche avec cette allure. Maintenant, supposons d'augmenter la température à T2 égale à 1200 Kelvin, et nous effectuons une nouvelle mesure, et ensuite une autre à une température T3 égale à 1400 Kelvin. On remarque ici que l'allure de l'intensité en fonction de la fréquence reste inchangée. Par contre, l'air sous la courbe augmente avec la température et le maximum se décale vers les hautes fréquences au fur et à mesure que la température augmente. Autrement dit, la courbe atteint un maximum qui change en fonction de la température. Maintenant, la question se pose, comment expliquer ce comportement? Ce qu'on montre ici, ce sont les allures des courbes expérimentales auxquelles se sont confrontés les scientifiques du siècle dernier. Afin d'accorder théorie et expérience, nous devons maintenant trouver une expression de la densité spectrale d'énergie, donc de notre fonction U de nu et T, qui reproduise les résultats expérimentaux. Qualitativement, nous savions de la physique classique que la densité spectrale d'énergie est le produit du nombre de degrés de liberté du système par unité de fréquence multiplié par l'énergie moyenne par degré de liberté. Le nombre de degrés de liberté par fréquence peut se calculer par les lois de la physique classique, où ici, petit c représente la vitesse de la lumière dans le vide. Mais la question est, comment faut-il calculer l'énergie moyenne par degré de liberté? En 1900, Laure Rayleigh propose une description issue de la physique statistique classique développée par Boltzmann, en écrivant ainsi l'énergie moyenne. Où K est la constante de Boltzmann. L'intégrale au dénominateur est très simple et donne juste Kt, et l'intégrale au numérateur peut être calculée facilement par une intégration par partie et donne Kt au carré. En faisant le rapport, on trouve simplement que la valeur moyenne de l'énergie est Kt. Cette expression de la densité spectrale d'énergie présente plusieurs problèmes. En premier, l'énergie devrait augmenter indéfiniment en fonction de la fréquence, phénomène connu sous le nom de catastrophe ultraviolettes, ce qui ne correspond pas à l'expérience. De plus, si on calcule l'énergie totale,
qui est donné simplement par l'intégration sur toutes les fréquences possibles, on trouve une valeur infinie, ce qui est évidemment impossible. C'est-à-dire le rayonnement total sortant d'un corps noir a nécessairement une valeur finie. Et enfin, la comparaison entre théorie et expérience, où si la courbe théorique est représentée par le triangle gris discontinu, montre clairement que cette expression est en désaccord avec les expériences, à l'exception des basses fréquences. Le raisonnement selon les lois de la physique classique ne peut donc pas expliquer les observations expérimentales. On doit donc renoncer à cette expression de la densité d'énergie spectrale, ce qui veut dire que nous devrons chercher une expression plus appropriée pour l'énergie moyenne. Cette expression de l'énergie moyenne semble raisonnable, mais cache en effet une hypothèse importante. En faisant une intégration, nous supposons implicitement que l'échange d'énergie entre matière et rayonnement est continu. Qu'adviendrait-il ce calcul, en revanche, si les échanges d'énergie devaient se faire de façon discrète? C'est justement l'hypothèse hardie qui fit Max Planck en 1900. L'échange d'énergie E entre les parois de la cavité et le rayonnement électromagnétique peut se faire seulement par des multiples entiers d'une quantité discrète, qu'il appela quantum d'énergie. Il introduit ainsi ce concept de quantum d'énergie, hypothèse géniale qui changea à jamais la physique moderne. Il écrira ce quantum tout simplement comme la fréquence multipliée une constante, que nous appelons ici h, mais dont nous ne connaissons rien à ce stade du cours. Max Planck dit que cela fut un geste désespéré afin d'essayer d'accorder la théorie avec l'expérience. Max Planck justifia ce concept en faisant l'hypothèse que la matière se comporte comme un ensemble d'oscillateurs parfaits et que l'énergie émise ou absorbée par un oscillateur de fréquence nu est, à un instant donné, égale à un multiple entier d'un quantum h nu. La conséquence technique de cette hypothèse est de passer d'une intégrale à une somme discrète. Avec cette nouvelle hypothèse, l'énergie ne peut prendre que des valeurs O égale n epsilon. L'énergie moyenne s'écrit alors ainsi. Il faut donc maintenant sommer ces deux séries. En se rappelant des séries géométriques, nous pouvons écrire ainsi le dénominateur. Une simple dérivée de cette expression nous permet de calculer la série géométrique au numérateur. Et en faisant le rapport entre ces deux termes, l'énergie moyenne s'écrira donc ainsi. Ou pour le dernier passage, j'ai utilisé l'expression du quantum d'énergie E égale à h nu. On devra donc utiliser cette expression pour réécrire la densité spectrale d'énergie. Il faudrait maintenant comparer l'allure de cette fonction avec les résultats expérimentaux. Par contre, dans cette fonction, il y a une constante h dont on ne connaît pas la valeur. Si on regarde la définition du quantum d'énergie, une analyse des dimensions nous montre que la constante h doit avoir les dimensions d'une énergie fois un temps, donc d'une action. On appellera donc quantum d'action. Dans l'expression de la densité d'énergie spectrale, la seule variable d'ajustement entre théorie et expérience est la constante h. Ce qui est surprenant, c'est qu'en prenant cette valeur de la constante h, nous avons un accord parfait entre théorie et expérience. Nous voyons ici apparaître une nouvelle constante fondamentale, la constante h, appelée ici constante de Planck, et dont la valeur est tirée de l'ajustement entre théorie et expérience. Le fait d'avoir que des échanges discrets en énergie veut dire que rayonnement électromagnétique et matière peuvent échanger un paquet d'énergie, deux paquets d'énergie, ainsi de suite, mais on ne peut pas échanger des multiples non entiers du quantum d'énergie. Donc, je répète, les échanges d'énergie entre matière et rayonnement se font uniquement par des multiples entières d'un paquet fondamental d'énergie, de quantum d'énergie. Vu que l'énergie peut être exprimée en fonction de la fréquence ou bien de la fréquence angulaire, il est souvent d'usage d'utiliser à la place de la constante h, la constante h sur 2p, appelée couramment h bar, dont celle-ci est la valeur en joules par seconde. C'est ici le début d'une véritable révolution intellectuelle. Ces expressions sont la base de la théorie que nous allons construire dans les chapitres prochains. Il est alors indispensable de les retenir. La conclusion de cette analyse est donc que l'échange entre matière et lumière s'effectue de façon discrète par des paquets d'énergie. Cela créa la première rupture avec la physique classique. En physique classique, les échanges d'énergie se font de façon continue. En revanche, en physique quantique, les échanges d'énergie se font de façon discrète par paquets d'énergie.
Mais quelle est la réalité des choses? La physique quantique, évidemment. On peut voir les échanges d'énergie en physique classique comme l'approximation continue de la réalité sous-jacente dans laquelle les échanges se font de façon discrète par paquet d'énergie. On pourrait donc dire que la physique classique correspondrait à l'approximation de h bar qui tend vers 0.